Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les présidents des instances indépendantes et de régulation, chers invités présents dans la salle en nombre limité, mais vous comprenez très bien pourquoi, et tous ceux qui sont à distance, je voudrais vous dire à quel point je suis ravie de vous recevoir à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, qui relève de l'Université de Carthage, et de voir aboutir ce projet dont nous avons parlé depuis presque une année, sinon il devait se dérouler en mai dernier, mais vu les circonstances, ça a été reporté et c'est bien de l'avoir maintenu même sous cette forme-là. Alors, vous m'aviez demandé de parler des garanties juridiques d'une régulation indépendante, efficace et pérenne. La régulation, thème de cette université d'été, devenue d'un usage courant durant ces dernières années, est pourtant difficile à définir car complexe dans ses manifestations et mécanismes. Par exemple, Larousse nous dit que réguler, c'est assurer le fonctionnement correct d'un système complexe. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour cela que la doctrine juridique a essayé de donner une définition de la régulation, même s'il n'y a pas véritablement d'accord sur la définition. Moi, j'ai choisi celle de Madame Frison-Roche, selon laquelle la régulation est le moyen dynamique de maintenir les grands équilibres d'un secteur qui ne pourra jamais se rapprocher techniquement de la figure d'un marché spontané et durablement concurrentiel. Elle sera confiée à un organisme définitivement autonome. La régulation correspond donc à une autre manière de concevoir le rôle de l'État, essentiellement dans le domaine économique. À côté du modèle classique de la hiérarchie des normes et de la contrainte étatique, se développe un nouveau modèle où la réglementation cède la place à la régulation opérée par des acteurs plus proches du secteur économique et plus à même d'être réactifs à ces exigences. Donc, l'État se transforme d'un État acteur à un État régulateur ou arbitre, selon l'expression du docteur Mourad Mejner. Le maître mot en ce domaine étant l'efficacité et l'indépendance, ou bien l'indépendance et l'efficacité pour répondre à l'identité de notre communication, sans ces deux mots, il serait difficile de garantir la pérennité de la régulation d'un secteur. Et le droit joue un rôle primordial pour atteindre cet objectif. Certes, il n'y a pas que les règles juridiques qui peuvent assurer ces garanties, mais elles sont nécessaires et pas suffisantes. Les meilleures garanties juridiques, si elles ne sont pas portées, appliquées et acceptées par l'environnement dans lequel elles s'appliquent, peuvent rester lettre morte. Ce n'est pas l'objet de notre intervention. D'autres que moi le feront beaucoup mieux. Au vu de plusieurs expériences, soit dans le berceau d'origine de la régulation et des autorités de régulation, soit à partir de l'expérience tunisienne qui s'est engagée sur cette voie depuis le début des années 90 et surtout depuis 2011, où le mouvement s'est accéléré, puisque la régulation a été introduite dans la Constitution de 2014 à travers les instances constitutionnelles indépendantes, à côté des modèles plus classiques des autorités indépendantes, sous forme d'autorités administratives ou d'autorités publiques indépendantes. Vous remarquerez que j'ai glissé de la régulation vers les régulateurs, et c'est en raison du fait qu'il ne peut y avoir de régulation indépendante efficace et donc pérenne sans autorité de régulation indépendante. Elles doivent agir au nom de l'État sans être subordonnées au gouvernement et de bénéficier pour le bon exercice de leur mission de garanties qui leur permettent d'agir en pleine autonomie sans que leur action puisse être orientée ou censurée, si ce n'est par le juge. J'ai pris cette citation de Ourson dans son ouvrage sur l'administration indépendante, l'unité sans l'uniformité. Sans des garanties juridiques pour l'indépendance des autorités de régulation, le risque est grand de voir revenir sur la scène l'État dans sa conception régalienne, hiérarchique et prescriptive. Nous insisterons donc sur les garanties les plus problématiques et les plus critiques. Ces garanties peuvent porter sur le statut des autorités de régulation et sur les compétences du régulateur. Ce sont donc les deux axes de cette présentation. Les garanties relatives au statut des autorités de régulation. S'il fallait les résumer, ces garanties concernent la composition, l'inamovibilité et les incompatibilités des membres des autorités de régulation. Commençons d'abord par la composition. La régulation ne peut réussir que si elle est indépendante de l'exécutif, du politique et des opérateurs du secteur lui-même, c'est-à-dire les groupes ayant des intérêts dans les activités du secteur régulé.
La composition couvre aussi bien la qualité des membres que les autorités chargées de les désigner et de les nommer. S'agissant de la qualité des membres requise pour les membres des autorités de régulation, il y a d'abord une condition importante, à savoir la formation collégiale. Ensuite, la présence de magistrats et de professionnels qui sont considérés comme les conditions à même de contribuer à l'indépendance des autorités de régulation. La collégialité, qu'est-ce qu'elle signifie? La composition collégiale constitue incontestablement une garantie d'indépendance puisque les décisions ne seront pas laissées à l'appréciation d'une seule personne qui serait plus sensible à la pression. Il est en effet plus difficile d'influencer un groupe qu'une personne seule. C'est aussi une garantie pour le mode de prise de décision. Selon le rapport du Conseil d'État en France de 2001 sur les autorités administratives indépendantes, une délibération collective sur des sujets sensibles ou des questions complexes représente une garantie d'objectivité et de sérieux. Ça, c'est pour la collégialité. Ensuite, les magistrats, membres des autorités de régulation. La présence des magistrats dans la formation collégiale est considérée comme une garantie contre les ingérences de l'exécutif, mais aussi des opérateurs et professionnels du secteur. C'est le cas, par exemple, en Tunisie, avec l'AIK, le Conseil de la concurrence, le Conseil du marché financier, et ainsi de suite. Et même pour la future ICA, l'instance constitutionnelle de l'audiovisuel, prévue par la Constitution, le projet de loi prévoit la présence de 2 magistrats dans la composition, un juge judiciaire et un juge administratif. Enfin, troisième qualité pour les membres, les professionnels. Pourquoi associer les professionnels? Associer les professionnels à la détermination des règles applicables à leur secteur d'activité figure parmi les objectifs souvent avancés à la régulation. Le Conseil d'État, dans son rapport que j'ai déjà mentionné, n'a pas omis de souligner que l'un des objectifs qui ont amené à la création des autorités administratives indépendantes était d'associer les professionnels à la détermination des règles applicables dans des matières techniques, détermination qui suppose, pour être crédible, de recevoir l'adhésion des acteurs économiques. Étant au fait des particularités du secteur, ces professionnels sont à même de contribuer à prendre les mesures les plus adaptées et de résoudre les problèmes qui peuvent se poser. C'est un gage d'efficacité de la régulation puisqu'elle est confiée à des personnes qui maîtrisent le secteur et ses spécificités. Cependant, il faut veiller à éviter une trop grande promiscuité avec les opérateurs du secteur régulé. Et c'est pour cela que le mode de désignation des membres est important. C'est une question délicate et qui peut constituer une menace à l'indépendance des autorités de régulation. Il ne peut y avoir d'indépendance si la désignation des membres est sujette aux influences politiques et corporatistes. Et il ne suffit pas d'inscrire parmi les conditions de désignation l'indépendance des membres pour que cela suffise. Il faut que le processus de désignation d'abord et de nomination ensuite ne conduise pas à la mainmise sur les membres à travers la désignation. De vifs débats ont eu lieu en Tunisie sur la désignation des membres des autorités indépendantes. Si pour la première vague d'autorités indépendantes, le président de la République désignait les membres, pour les autorités mises en place après 2011, c'est le Parlement qui joue un rôle important selon un processus assez complexe destiné en principe à garantir l'impartialité et l'indépendance des membres. Il n'y a pas, cependant, de système idéal de désignation. Certains sont nommés par le chef de l'exécutif dans les expériences comparées, d'autres par le président de la République et du Parlement, d'autres sont élus par leurs pairs, d'autres selon un processus de sélection par une commission parlementaire et une élection par les députés. Chaque mode présente des avantages et des inconvénients qui peuvent être jugulés par d'autres garanties statutaires. Permettez-moi de m'arrêter une minute sur l'expérience tunisienne. Elle est en train de démontrer que l'élection au Parlement, outre le risque de poser un problème d'indépendance par rapport aux politiques, bloque le processus de désignation des membres des instances qui obéissent à ce mode, que ce soit pour leur formation initiale ou pour le renouvellement des membres au terme de leur mandat. Dans le contexte actuel, ce choix s'avère d'autant plus discutable si l'on tient compte du jeune âge des membres qui auront une carrière à mener à la fin de leur mandat.
malgré d'autres garanties. Pardon. Pourront-ils être suffisamment indépendants à l'égard du politique et des partis politiques, car ils devront penser au futur de leur carrière à la fin de leur mandat, souvent unique. Je vous laisse juge de la réponse, hein, mais je pose quand même la question. Et parmi les autres garanties, il y a l'inamovibilité. C'est une garantie à l'origine reconnue aux magistrats. Elle signifie que la personne ne peut faire l'objet d'aucune mesure individuelle, révocation, suspension, déplacement, mise à la retraite anticipée, en dehors des cas prévus par la loi. Bien plus, le Conseil d'État, dans le fameux rapport dont je vous ai parlé, affirme que cette règle s'impose sans exception et sans texte, et a même jugé que le gouvernement ne peut légalement mettre fin avant terme aux fonctions du président d'une autorité administrative indépendante en raison de son accession à la limite d'âge dans son corps d'origine. Et cette règle est relativement consacrée, est expressément consacrée pour plusieurs autorités indépendantes, que ce soit en France ou en Tunisie. Par exemple, c'est le cas pour l'AICA, pour l'instance nationale de lutte contre la corruption, et j'en passe. Mais cette règle d'inamovibilité n'est pas suffisante. Elle est renforcée par une autre règle, la règle du mandat unique non renouvelable. Cette règle est consacrée en Tunisie pour plusieurs autorités de régulation, dont l'AICA, organisatrice de cette université d'été. Le mandat est de 6 ans non renouvelable. Et d'ailleurs, pour renforcer cette règle du mandat et de l'inamovibilité, en France, 2 lois ont été adoptées en 2017 pour fixer les dispositions communes aux autorités publiques indépendantes et aux autorités administratives et au statut général de ces autorités, dont cette règle de l'inamovibilité, auquel il faut ajouter les incompatibilités. Qu'est-ce que l'incompatibilité? C'est l'état de 2 situations juridiques lorsque la loi interdit leur coexistence. Le régime des incompatibilités spécifique à chaque secteur de régulation a pour finalité de garantir l'indépendance des autorités par rapport à l'influence ou l'interférence d'intérêts divers dans leur fonctionnement. Tel serait le cas, par exemple, pour les membres permanents d'exercer des responsabilités professionnelles dans le secteur soumis à leur contrôle, ou des responsabilités politiques en tant qu'élus ou dirigeants d'un parti politique. Aujourd'hui, notre question se pose, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un membre exerce des fonctions gouvernementales avant ou après son passage par l'autorité indépendante? Ce n'est pas un cas qui est envisagé par les lois, mais il faudrait peut-être y réfléchir un tout petit peu. À titre d'exemple, pour les incompatibilités, l'article 10 du décret-loi sur la AICA dispose que est formellement interdit le cumul entre le mandat de membre de l'AICA et toute responsabilité politique, mandat électif ou fonction publique ou toute activité professionnelle permanente qui serait de nature à limiter l'indépendance des membres de l'AICA, à l'exception de l'enseignement et de la recherche. Les membres des autorités de régulation doivent aussi éviter les situations de conflit d'intérêts avec le secteur régulé. Outre les lois spécifiques à chaque autorité, la Tunisie a adopté une loi sur la déclaration de patrimoine et d'intérêt en 2018, loi qui a fait couler beaucoup d'encre durant ces derniers mois. À côté de ces incompatibilités, il ne faut pas oublier que les membres des autorités de régulation, comme tout fonctionnaire public, sont soumis aux mêmes obligations déontologiques, dont le respect du secret professionnel, ce qui semble parfois échapper à certains d'entre eux, mais ils sont soumis aussi au secret professionnel. L'ensemble de ces garanties statutaires sont renforcées par d'autres relatives à l'exercice de la mission de régulation, d'où le second axe de cette présentation, les garanties juridiques relatives à l'exercice de la mission de régulation. Ainsi désignés et protégés, les régulateurs doivent disposer des compétences nécessaires pour assurer leur mission de régulation, mais aussi de ressources, notamment financières, suffisantes. Concernant les compétences dévolues, Mme Frisan-Roche rappelle que l'autorité en charge de l'office de régulation doit avoir tous les pouvoirs nécessaires à la régulation, mais pas plus que cela.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la régulation, elle regroupe une diversité de compétences. La régulation présente la spécificité d'inclure plusieurs éléments comme l'information, la concertation, la consultation, l'action normative et l'action répressive selon l'expression de Guédon. Les autorités de régulation disposent aussi bien donc de compétences consultatives que de compétences décisionnelles, puisqu'elles peuvent exercer un véritable pouvoir réglementaire, mais aussi un pouvoir d'investigation et de sanction. Certaines exercent des compétences juridictionnelles, à l'instar du Conseil de la concurrence ou de la AICA. Et je pense que la AICA offre l'exemple type de l'étendue des compétences qui peuvent revenir à une autorité de régulation afin qu'elle parvienne à assurer le fonctionnement correct du secteur, ce qui est la définition première de la régulation. Et il ne faut pas s'étonner de cette large latitude d'intervention. La régulation d'un secteur nécessite en effet aussi bien des compétences consultatives que décisionnelles à travers la mise en place de règles nécessaires pour assurer le fonctionnement du secteur régulé, mais aussi de sanctionner les opérateurs contrevenant aux règles mises en place avec la participation des représentants des secteurs ou de personnes ayant la connaissance technique nécessaire pour produire des normes adaptées aux exigences du secteur régulé. Ces attributions en matière de litige et de sanctions d'ailleurs participent à un mouvement plus large de dépénalisation du droit. Mais cette dépénalisation du droit n'est pas exempte de garanties que l'on trouve en matière juridictionnelle. En effet, dans l'exercice de la fonction punitive, les autorités de régulation sont soumises à des règles procédurales qui s'imposent aux juges dans le respect des règles du procès équitable. Cependant, et afin de garantir leur indépendance dans l'exercice de leurs compétences, les autorités de régulation ne sont soumises à aucun contrôle administratif, ni hiérarchique, ni de tutelle sur leur activité. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont exemptes de tout contrôle. L'indépendance des autorités de régulation, dotées ou non de la personnalité morale, se caractérise par l'absence de lien hiérarchique ou de tutelle avec l'administration classique de l'État. Contrairement à ces services de l'État, déconcentrés ou décentralisés, les autorités de régulation échappent au contrôle administratif. C'est même une raison d'être des autorités de régulation. Dans l'exercice de leurs fonctions, elles ne sont soumises ni au contrôle ni au pouvoir d'injonction administratif. Elles traduisent une autre manière de gérer l'intérêt général par réaction aux méthodes administratives classiques jugées inadaptées et inadéquates car trop rigides et ne tenant pas suffisamment compte des contingences du secteur régulé. Mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas contrôlées. Leurs décisions sont, comme toute décision administrative, susceptibles de contrôle devant le juge compétent. Elles sont aussi généralement tenues de présenter un rapport d'activité annuel au chef de l'exécutif ou au Parlement. L'exercice de cette large panoplie de compétences peut rester lettre morte ou peut être fortement restreinte. C'est l'exercice qui les restreint, si les autorités de régulation ne disposent pas de ressources suffisantes pour exercer leur mission. Et c'est la dernière idée que je voudrais développer devant vous, à savoir les ressources allouées aux autorités de régulation. L'autonomie financière est primordiale pour que les autorités de régulation puissent exercer efficacement leur mission et pérenniser leur intervention. Elle suppose une capacité non seulement juridique, mais aussi économique de mobilisation des ressources à la hauteur des besoins de dépenses induits par les compétences assumées. C'est aussi la possibilité de mobiliser les ressources et d'effectuer des dépenses sans interférence d'une autorité externe aux autorités, tout en respectant les règles de transparence, efficacité, efficience et redevabilité qui gouvernent la gestion publique. L'autonomie financière comporte trois aspects complémentaires. La mobilisation et la liberté de détermination des ressources, l'autonomie de gestion de leur crédit budgétaire et la soumission à un contrôle interne et externe, à l'instar de celui qui est exercé en Tunisie par la Cour des comptes et le Parlement. Sur le plan juridique, les autorités de régulation peuvent bénéficier de sources de financement diversifiées. Leur étendue peut être décidée dans le cadre de la loi organique du budget et des lois organisant les autorités de régulation selon les spécificités de chacune et du secteur régulé.
Parmi les sources de financement, il faut commencer par signaler qu'en tant qu'autorité publique, les autorités de régulation émargent sur le budget de l'État. Ce financement public est à double visage. D'un côté, il permet d'assurer une indépendance par rapport au secteur régulé. Les régulateurs ne sont pas tributaires de ce que le secteur leur accorde. Mais d'un autre côté, ce financement peut limiter la marge de manœuvre des autorités de régulation qui peuvent se trouver entravées dans l'accomplissement de leur mission, faute de ressources financières suffisantes. Cependant, d'une manière générale, le financement public est le mode de financement le plus fréquemment utilisé. Mais cela suppose que l'autorité doit discuter et négocier son budget avec le gouvernement et respecter les règles budgétaires de l'État. Quant à la possibilité d'obtenir des ressources extra-budgétaires, elle peut avoir pour origine le financement par le secteur régulé, comme par exemple par le système des licences ou des amendes, ou le financement par les usagers à travers une taxe ou une redevance. Ce mode de financement extra-budgétaire présente certains avantages, dont celui de réduire le poids de l'État dans le budget de l'autorité et donc de diluer l'influence de l'État dans les choix stratégiques de l'autorité de régulation. Et le mode de financement le plus à même de garantir l'indépendance des autorités de régulation est le dernier, c'est-à-dire à travers des taxes ou des redevances, car c'est un système autonome par rapport à la conjoncture et à la politique. Il y a enfin une dernière question, à savoir, est-ce que les autorités de régulation peuvent recevoir des dons, soit d'organismes nationaux ou étrangers? Si leur texte le leur permet, bien sûr, mais cela peut être problématique dans certaines situations. Il faut en effet veiller à ce qu'en cas d'acceptation de ressources dont l'origine n'est pas publique, il faut veiller à ce que l'autorité respecte le principe de prévention des conflits d'intérêts et au fait que son indépendance ne s'en trouve pas affectée. Et c'est pour cela que le contrôle sur la gestion financière est un contrôle important. Ces possibilités de mobiliser des ressources sont accompagnées de la possibilité de s'affranchir des règles de la comptabilité publique et de tenir leur compte selon les règles de la comptabilité commerciale pour les autorités de régulation. Cependant, cela ne saurait les libérer de rendre des comptes sur leur gestion. Si elles ne sont pas soumises à un contrôle a priori ou concomitant, elles sont soumises à un contrôle a posteriori. Ainsi, en Tunisie, l'article 7 de la loi organique relative à la Cour des comptes de 2019 distingue dans l'exercice de son contrôle sur les comptes et la gestion entre les instances constitutionnelles indépendantes, les instances publiques indépendantes et les instances de régulation. Ce contrôle concerne donc les comptes, la gestion et les personnes à travers les fautes de gestion. Et ça, c'est la nouveauté qui a été introduite par la loi organique sur la Cour des comptes. Dans ce cadre, la Cour décèle toute irrégularité ou infraction, ordonne les redressements nécessaires, évalue la gestion et présente les recommandations aux organismes soumis à son contrôle. En cas de découverte d'infraction qualifiable de crime ou de délit, elle en informe le ministère public qui peut engager des poursuites. Elle est aussi compétente en matière de faute de gestion commises par les présidents et agents des autorités de régulation. La faute de gestion, ce n'est pas pour vous faire peur, mais elle couvre un rayon assez large d'infractions, puisqu'elle peut englober l'inobservation des règles de gestion du patrimoine public, ainsi que tout acte ayant pour effet la violation des lois, règlements, règles et procédures applicables à la gestion des entités soumises au contrôle de la Cour ayant abouti à l'octroi de privilèges ou avantages en nature indue. En conclusion, je voudrais vous dire que c'est par cette idée du contrôle exercé sur les autorités de régulation que je voudrais terminer. Si les garanties juridiques de l'indépendance des autorités de régulation sont consacrées et à travers elles, c'est l'indépendance de la régulation comme mode plus souple de gestion des affaires publiques qui peut être assurée, elle ne saurait occulter la nécessité pour les régulateurs de rendre des comptes et d'être redevables des actes accomplis dans le cadre de l'exercice de leur mission. C'est le gage d'une régulation indépendante, efficace et pérenne. Je vous remercie.